Retour à l'hémicycle pour les députés béninois. Ils y sont pour le vote du budget exercice 2022. La rentrée scolaire est effective au Bénin depuis ce lundi 20 septembre. Une forte délégation ministérielle était dans certains établissements de Cotonou. Vous suivrez le point dans ce journal. Et puis en interactualité, la Tunisie aura bientôt un nouveau chef de gouvernement. Il va remplacer Hichem Mechichi, limogé le 25 juillet 2021. Voilà pour le sommet, mesdames, messieurs. Le développement est à suivre absolument. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver au rendez-vous de l'information sur Speedline TV. Bienvenue au 13h. C'est à la demande de la majorité absolue des députés et conformément aux articles 5 du règlement intérieur et 88 de la Constitution que s'est ouverte sous la houlette du président Louis Valvolon jeudi dernier, la deuxième session extraordinaire de l'année 2021 de l'Assemblée nationale. L'ouverture de cette séance extraordinaire a été aussi une occasion pour le président Louis Valvolon d'installer Romaric Ogunwale, suppléant de l'ancien député Okonla André, nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin près de la Fédération de Russie. Reportage. Les honorables députés à l'Assemblée nationale ont retrouvé le chemin de l'hémicycle à la faveur de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année. Il s'agit d'une session qui sera essentiellement consacrée à l'examen et au vote du budget de l'Assemblée nationale gestion 2022. La séance a été l'occasion de procéder à l'installation de l'honorable Romaric Ogunwale, suppléant du désormais ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin, près de la Fédération de Russie, André Okonlola. À chaud, c'est un sentiment de joie. Et pour avoir cette joie, c'est qu'il a fallu que beaucoup y travaillent. C'est pourquoi, d'entrée de jeu, je dois remercier le Tout-Puissant parce que ça a été un long parcours avant qu'on arrive ici aujourd'hui. Donc, et de la même manière, remercier aujourd'hui celui qui a la charge du pays, qui, comme vous le voyez, fait confiance de plus en plus aux jeunes. Je vais parler du chef de l'État, le président Patrice Talon. Et troisièmement, je vais remercier, comme vous l'avez su bien dit, mon titulaire, l'honorable André Okonlola, qui a été appelé à une autre fonction républicaine. C'est ici le lieu de lui témoigner mes remerciements et lui souhaiter plein succès dans ses nouvelles fonctions. La séance renvoyée a repris le vendredi 17 septembre pour l'examen du budget de la représentation nationale qui s'élève à un montant de 20 milliards de francs CFA. La rentrée scolaire a eu lieu un peu partout au Bénin ce lundi 20 septembre 2021. Une délégation ministérielle avec à sa tête Abdoulaye Biotchane, le ministre d'État, en a fait le constat dans certains établissements de Cotonou. À leur côté, il y avait également le préfet du littoral et le maire de la ville de Cotonou. Ouma Adéandjou nous en dit plus. La rentrée scolaire 2021-2022 a bel et bien démarré ce 20 septembre 2021. Le lancement officiel a eu lieu dans plusieurs établissements scolaires de Cotonou, notamment au lycée technique Koulibaly, où 3 membres du gouvernement étaient présents. Aux côtés de ses homologues Salman Karimou et Yves Kwaro-Chabi, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, au nom de tout le gouvernement, a souhaité une bonne rentrée aux élèves et aux enseignants, avant de rappeler toute l'importance que revêt cette sortie ministérielle dans le cadre de l'année scolaire qui démarre. Cette descente est importante. L'année dernière, nous avons eu des résultats spectaculaires et nous voulons nous assurer que ces résultats ne sont pas un feu de paille et qui traduisent les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement en faveur du système scolaire, en faveur de l'éducation dans notre pays. Nous investissons beaucoup dans cette éducation. Le gouvernement a engagé des réformes très importantes, notamment dans la stratégie sur la formation professionnelle et scientifique. Et donc, je viens avec les ministres constater que tout ça est en train de prendre corps et que nous allons probablement, en tout cas nous l'espérons, avoir à la fin de cette année scolaire des résultats aussi bons que l'année dernière. Après le lycée technique Koulibaly, cap a été mis sur le collège Père-Pierre.
Pour ce constat de l'effectivité de la rentrée scolaire ce lundi dans certains établissements de Cotonou, les 3 ministres étaient accompagnés du préfet de Littoral et du maire de Cotonou. On est allé au lycée technique Koulibaly, on est arrivé ici au collège Au Pied, on a parcouru, ça la délégation gouvernementale, d'autres écoles où vous avez constaté que les enfants ont repris et que les enseignants sont à leur poste. À leur poste pourquoi? Pour nous offrir dans le littoral d'aussi bons résultats que l'année dernière, où nous avons occupé la première place. Au CEPE, nous avons occupé la première place. Au baccalauréat, c'est des résultats que nous entendons consolider, voire pérenniser et hisser nos apprenants de la 3e à un niveau satisfaisant pour le BEPC. Donc c'est un plaisir pour nous, dans le 12e arrondissement, d'être honorés à ce jour solennel de la rentrée, de la reprise des classes. Ce que je retiens essentiellement est que cette visite dans les écoles maternelles de Kadjaoun, primaire maternelle de Kadjaoun et secondaire Père au Pierre, témoigne de la responsabilité et de l'engagement du gouvernement et de la municipalité auprès de la population qui ont un rôle républicain qui est de booster l'éducation à la base. Donc nous avons quand même gardé la tête du peloton jusque-là au niveau du bac. Donc cet engagement solennel que je donne aujourd'hui devant vos caméras est que l'année 2021-2022 qui vient de commencer se déroule dans la paix, dans la quiétude et que la ville de Cotonou soit toujours en tête de peloton. Apprenants et enseignants ont donc repris le chemin des classes ce lundi 20 septembre 2021. Au cours de cette visite ministérielle dans des établissements primaires et secondaires de Cotonou, l'équipe gouvernementale et les autorités locales ont appelé au respect strict des gestes barrières et ont exhorté le corps enseignant à se faire vacciner. Le relogement et l'indemnisation des déplacés de Roulakodji occupant des sites à aménager dans le quartier Roulakodji à Cotonou est désormais une réalité. Près de 4 milliards de francs CFA pour reloger les familles affectées. Cet engagement du gouvernement réjouit plus d'un dans ce quartier. Suivons ici le témoignage de Wilfried Amonsou, un habitant de la zone de Roulakodji. Des gouvernements se sont succédés. C'est depuis 2012 que Roulakodji a commencé un combat, une lutte pour se faire reconnaître, pour que son nom ne soit oublié. Mais avec l'avènement de ce gouvernement, si nous étions hier tristes, aujourd'hui nous sommes très heureux. C'est l'allégresse qui nous anime. Vous allez même voir que ma voix titube, parce que je ne pourrais exprimer cette joie. En 2012, c'est le même État qui était venu nous casser partiellement, sans dédommagement aucun. Aujourd'hui, le gouvernement de notre président, Patrice Talon, qui nous a promis du social, est en train de prouver effectivement que le social promis est en cours d'exécution. Et c'est cet intérêt et cette sensibilité que le gouvernement a portée à l'égard de mon quartier. Nous sommes en train d'être relogés actuellement quelque part à Djefa. Et une promesse, après le lopin de terre, une promesse de 5 millions de francs nous a été faite pour aller construire ces lopins de terre. Comment ne pas remercier un gouvernement qui est en train d'œuvrer pour nous dans ce sens. C'est dans cette perspective que je tenais, au nom de la population de Roulakodji, à venir faire ce témoignage pour dire que ce n'est pas du leurre, c'est de la réalité, c'est du concret. Et c'est la vérité. Je fais partie d'un conseil, le conseil consultatif permanent de Roulakodji, qui a pris à bras le corps les problèmes de Roulakodji depuis 2012. Aujourd'hui, nous sommes très heureux et très contents de toutes les actions que le gouvernement de M. Patrice Talon est en train de mener vis-à-vis de la population de Roulakodji. Incinération de corps. Ce groupe de mots est revenu plus d'une fois dans les discussions entre citoyens béninois depuis l'annonce de l'incinération du corps de l'ex-première dame Rosine Vira Soglo. Cette pratique est peu connue dans la tradition béninoise et semble étrange à beaucoup de Béninois. Pour mieux comprendre ce que c'est que l'incinération du corps, nous vous proposons ce reportage. Suivez.
Surpris par la nouvelle de l'incinération du corps de Rosine Vieira-Soglo, nombre de Béninois se sont dit frustrés et choqués car pas trop habitués à cette pratique qui consiste à brûler le corps d'un défunt et le rendre en cendres. C'est de prendre le corps, de le mettre alors dans une machine où il sera totalement brûlé et devenir de la cendre. Et donc c'est cette cendre-là que les gens retirent après pour pouvoir alors peut-être l'enterrer ou garder dans leur maison, soit dans une boîte ou dans une bouteille. C'est que on brûle le corps d'un homme ou d'un animal pour avoir la substance finale. Peu connue donc par la population béninoise, l'incinération du corps n'a aucun effet néfaste sur l'esprit du défunt. Je ne pense pas que cet acte puisse avoir de conséquences sur la vie de l'esprit. Parce que la Bible déclare qu'il est permis à l'homme de mourir une seule fois et puis après viendra le jugement. Donc quand nous parlons de mort, d'abord l'homme est un être spirituel. Composé de quoi? Il y a l'esprit qui est vraiment l'homme, qui se trouve maintenant dans une enveloppe de poussière qu'on appelle le corps, mais ayant une âme qui lui permet d'interférer entre le monde physique et le monde spirituel. À la mort, qu'est-ce qui alors s'en va? C'est l'esprit et l'âme alors qui disparaissent. Donc la Bible déclare que la poussière retournera à la poussière, mais l'esprit retournera à son créateur. Donc l'esprit ne meurt pas, l'esprit s'en va. Et donc qu'est-ce qui reste? C'est le corps. Et ce corps-là doit retourner à la poussière. Et donc quand on le met dans une tombe, il finira alors par pourrir et devenir de la poussière. Et quand maintenant on l'amène dans une machine et puis alors ce corps est incinéré, ça devient aussi de quoi? De la poussière, de la cendre. Et donc dans les deux cas, ça ne change rien. Selon Maître Bobos, c'est la meilleure méthode d'inhumation. C'est la meilleure manière pour l'âme, pour l'esprit de se retrouver à l'aise. Pourquoi? Parce qu'à la mort de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce que nous appelons le cordon d'argent qui relie le corps subtil au corps physique. Et donc, à la mort de la personne, il y a ce qu'on appelle, celui que naturellement, en fond, on appelle kurosu, ou dans les autres traditions, la tradition orientale qu'on appelle le seigneur Yamaduta, qui vient couper seulement le cordon d'argent en laissant ainsi la terre à sa place pour permettre au subtil de retourner dans la dimension de subtil, c'est-à-dire l'invisible, ce que vous ne voyez pas. Alors, pour que cela soit fait naturellement, sans aucun problème entre-temps, afin que chaque élément aille véritablement à sa place, il faut que le corps pourrisse complètement et que la terre arrive à faire ce que le feu est appelé à faire maintenant. Mais si le corps est incinéré, l'eau va directement dans la dimension de l'eau, c'est-à-dire la rivière de l'oubli reçoit son eau qu'elle avait déjà léguée à l'être qui est censé prendre corps. Et lorsque vous le faites naturellement après sa mort, vous permettez à la personne d'aller dans les dimensions de lumière sous forme de flèche, au lieu que la personne tourne autour, cherche à s'attacher à ses biens matériels. Et parfois, les fantômes qui vont à la banque restent debout pour voir si quelqu'un ne va pas vouloir prendre son argent qui est à la banque. Il va derrière les rails là-bas pour voir si entre-temps quelqu'un ne va pas visiter sa maison. Il va dans son champ parce qu'il est encore attachant. Il est attaché à tout ce qui est illusion. Alors que si vous faites l'incinération, vous permettez à ce corps d'aller en flèche parce qu'il ne va plus s'accrocher à quoi que ce soit sur la terre. Il va penser à aller retrouver sa propre lumière intérieure. Au Bénin, l'incinération de corps n'est pas encore ancrée dans les traditions. Elle est pour l'heure pratiquée par certains contemporains qui demandent de leurs vivants que leur corps soit incinéré après la mort. Acheter à manger dans les marchés du Bénin, notamment dans Tokpa, comporte assez de risques. Ceci à cause du manque d'hygiène dont font preuve certaines vendeuses. Une équipe de la rédaction de Speedline TV est allée faire le constat que voici. On a mangé au marché, on a pris du compte, si j'ai une bonne mémoire, oui, elle et moi. Quand nous sommes rentrés à la maison, je n'ai pas pu dormir la nuit. J'ai eu d'atroces mal au ventre et je faisais aussi la diarrhée. On a été à l'hôpital et puis le médecin nous a fait comprendre qu'on faisait une intoxication alimentaire. Cette anecdote traduit au mieux les dangers auxquels sont exposés les usagers consommateurs de repas au marché d'Antokpa. Le manque d'hygiène dans la préparation et la commercialisation des aliments proposés constitue une menace pour la santé des populations et les maladies d'origine alimentaire qui en découlent en font foi. Manger au marché, c'est courir des inconvénients, des conséquences sur la santé. Je prends par exemple l'hépatite. L'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite E, l'hépatite D. On commence par là. L'infection du côlon. Le côlon, c'est le gros intestin.
Et c'est lui qui regorge tous les déchets. Tout ce que nous mangeons, c'est le gros intestin qui regorge là. Donc celui qui mange au marché, d'abord, il court déjà, comment on appelle, il n'a pas la propreté, il n'a pas l'hygiène alimentaire, il n'a pas la sécurité alimentaire. Donc il s'est confronté à une restauration sauvage où les conséquences seront énormes à certains âges, commençant par la fièvre. Les risques sanitaires auxquels les personnes qui consomment les repas dans les marchés sont confrontées peuvent de façon caricaturale être résumés sous l'appellation toxi-infection alimentaire collective. Cette toxi-infection alimentaire collective est due aux microbes ou toxines microbiennes contenues dans les aliments consommés et ou l'eau. Et les microbes les plus souvent incriminés sont le vibrio cholerae qui donne le choléra. Il y a les salmonelles qui donnent la fièvre typhoïde. Ici, au marché d'Antokpa, le constat est clair. Des aliments prêts à être consommés, exposés aux mouches dans un environnement digne d'un dépotoir. Le cas est légion. Depuis quelques années, la Société de gestion des marchés autonomes du Bénin, pour éradiquer le mal, s'emploie à travers son service d'hygiène et d'assainissement à mener des actions de sensibilisation ou même de sanction. Il y en a qui se disent, c'est en exposant la marchandise que ça appelle les clients. On ne sait pas si c'est une forme de magie ou c'est un code qui permet aux commerçants de vendre correctement leurs marchandises. Mais ils disent, quand ce n'est pas exposé, le client ne vient pas. Mais nous, on leur dit, quand c'est exposé, le client est exposé aux maladies, même celles qui vont être exposées aux maladies. Et cette maladie peut, si c'est contagieux, peut contaminer la famille à la maison. Nous faisons des descentes inopinées pour sensibiliser ces usagers-là. C'est des sensibilisations de porte à porte, comme on le dit. Et à part cela, il y a le fait que des ONG qui ont pour objectif le respect des normes d'hygiène font aussi des descentes et nous les appuyons pour que ces usagers soient sensibilisés dans le même sens. Même si l'effort escompté n'est pas encore visible, les responsables du service d'hygiène et d'assainissement gardent l'espoir d'un lendemain meilleur, car la vente des repas dans les marchés du Bénin, notamment dans Tokba, apparaît aujourd'hui comme une pratique plus risquée que salvatrice. 6 mois après sa naissance, votre bébé a besoin d'une teneur élevée en certains nutriments, notamment le fer, le zinc et les vitamines B et D. Ces nutriments, le bébé ne peut pas les avoir forcément dans le lait maternel ni en les puisant dans ses propres réserves. C'est alors qu'intervient généralement le sevrage qui consiste à introduire des aliments complémentaires en plus du lait maternel vers l'âge de 6 mois. Quand et comment sevrer son bébé? Élément de réponse dans ce reportage signé Nadège Visset. Mon enfant a 2 mois et demi. Moi, je compte le sevrer à 1 an au moins. Bon, sinon, ce que moi je sais et je vois, avec 1 an déjà, l'enfant mange la pâte, même un peu de tout. Donc on peut le sevrer. Au moins 1 an. On nous apprend qu'il faut aller jusqu'à 18 mois, mais moi je pense arrêter à 1 an. 12 mois sont-ils suffisants pour passer à l'autre étape indispensable qui intervient dans l'allaitement? Jusqu'à l'âge de 18 mois, il doit continuer à prendre le lait maternel, forcément. Ce n'est plus suffisant. C'est pourquoi on fait d'autres apports à travers d'autres aliments. Ce n'est plus suffisant. À partir de 6 mois, ce n'est plus suffisant, mais c'est toujours important et essentiel. L'assistante sociale ne dit pas non au sevrage, mais apprend que l'allaitement doit durer au minimum 18 mois et que le sevrage devra se faire de manière progressive. Même son de cloche chez le médecin pédiatre qui ajoute néanmoins que le sevrage devra respecter certains aspects de la vie de chaque femme. Pour le spécialiste, il s'agit d'une affaire personnelle où le rythme, le désir de chaque femme doivent être respectés. Et ça varie. L'intervalle, on peut dire que l'intervalle c'est de 1 an à 2 ans. Maintenant, ça peut varier d'une mère à une autre. Et des facteurs qui interviennent dans la vie du couple mère-enfant.
Voilà. Donc, je peux dire que c'est dans l'intervalle 1 an, 2 ans qu'on peut faire le sevrage de l'enfant. Quoique, si une maman veut aller au-delà, elle est libre. Mais habituellement, c'est autour de 2 ans. Il faut continuer à allaiter un enfant qui a plus de 6 mois. Et le sevrage, c'est un processus. Et ce processus, il faut aller progressivement. Processus voudra dire aller progressivement, ne pas arrêter l'allaitement maternel d'un trait. Donc ce processus passe par l'introduction d'autres aliments dans l'alimentation de l'enfant. Et si un début, il ne faut pas arrêter du coup, puisque l'enfant n'a pas encore appris à manger d'autres aliments que le lait maternel. Parce qu'il faut passer progressivement de l'alimentation liquide, qui est le lait maternel, et aller vers l'alimentation de type adulte, qui est le repas familial. Et le repas familial, ce sont des aliments solides. Un enfant n'a pas encore physiologiquement toutes les aptitudes qu'il faut pour pouvoir s'adapter, digérer un aliment de type adulte. Nombre d'étapes sont donc à observer. Qui nous amène à passer par la diversification. Et la diversification voudra dire on commence à apprendre à l'enfant à manger autre chose. C'est un apprentissage, on lui fait goûter un peu de tout comme aliment. Et comme tout apprentissage, il faut aller doucement. Et tant que l'enfant n'a pas encore la capacité de manger, de bien manger l'aliment de type adulte, il faut continuer. Il va manger un peu d'autres types d'aliments que vous allez commencer à introduire, mais il faut compléter avec le lait maternel. Ça, c'est important. Traversons les frontières béninoises pour nous retrouver au Burkina Faso. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a reçu en audience le commandant de la force Barkhane. Au cours des échanges, les deux hommes ont évoqué, bien entendu, le sujet de la lutte antiterroriste dans la zone du Sahel. Le président Kaboré s'est félicité de la mort du chef du groupe État islamique dans le Sahel. Reportage. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a rencontré vendredi le commandant de l'opération Barkhane. Le général français a évoqué la mort du dirigeant du groupe État islamique au Grand Sahara. Abou Walid al-Sahraoui a été tué mi-août dans la forêt d'Angarous, dans la zone des 3 frontières. L'annonce de sa mort intervient au moment où la force Barkhane est sur le point de retirer ses troupes. C'est une vraie satisfaction collective. Je pense d'abord aux populations qui ont été victimes pendant des années, au Mali, au Niger, au Burkina. Donc nous avons évoqué cela rapidement avec le président de la République. Voilà. La lutte continue. Les deux choses qui changent principalement sont une réarticulation du dispositif, notamment au Mali, où vous le savez, puisque les FAMA et la MINUSMA sont présentes dans les villes où nous sommes déployés et sont relevées régulièrement. Nous en profitons pour désengager les contingents français de Tessalit, Kidal et Tombouctou. Le président Roch Marc Christian Kaboré s'est félicité sur Twitter. C'est ensemble que nous gagnerons la lutte contre le terrorisme et les forces du mal, a-t-il écrit. La sentence est tombée, 25 ans de prison pour Paul Russe Zabagina, l'ancien directeur de l'hôtel des 1000 collines. Ce lundi, le tribunal de Kigali l'a reconnu coupable de terrorisme pour son association avec le Front de Libération Nationale, la branche armée du mouvement rwandais pour le changement de la démocratie. La sentence est tombée, 25 ans de prison pour Paul Russe Zabagina, l'ancien directeur de l'hôtel des 1000 collines. Ce lundi, un tribunal de Kigali l'a reconnu coupable de terrorisme pour son association avec le Front de Libération Nationale, la branche armée du mouvement rwandais pour le changement démocratique. Un verdict sans surprise pour la fille de cet opposant de longue date du président Paul Kagame, alors que la Belgique, dont il est ressortissant, évoque un procès inéquitable.
On n'est pas surpris par la décision des juges. Les juges ont décidé ce que le dictateur veut qu'ils décident. Et donc on s'attendait exactement à ça. Maintenant que le procès est terminé, on est content que cette pièce de théâtre est terminée. Donc c'est un chapitre qui se termine et ça nous permet maintenant de mettre plus de pression à d'autres endroits, de demander à la communauté internationale qui maintenant parle de sanctions, effectivement les invoquer sur le Rwanda. Rendu célèbre par le film Hôtel Rwanda, Paul Rusesabagina vivait en exil depuis 25 ans. Son arrestation en août 2020 avait suscité la controverse, sa famille soutenant qu'il avait été kidnappé à la descente d'un avion devant se rendre au Burundi. Mon père était détenu illégalement avant ce verdict. Il est détenu illégalement aujourd'hui et demain, après ce verdict, il sera encore détenu illégalement. Donc notre campagne continue. On n'est pas découragé par ce verdict, il ne signifie rien pour nous. Selon une des juges du tribunal de Kigali, la réduction de 25 ans de prison serait impossible en raison du boycott des audiences par l'accusé et sa défense depuis mars 2021. Rendons-nous à présent en Guinée-Conakry. 4 membres du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, ont eu du mal à se frayer un chemin samedi à Conakry. Rentrés des îles, ils ont été accueillis par des centaines de personnes à l'aéroport de Conakry. Reportage. En Guinée, 4 membres du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, ont eu du mal à se frayer un chemin samedi à Conakry. Rentrés fraîchement d'exil, ils ont été accueillis par des centaines de personnes à l'aéroport de Conakry-Bessia. Parmi ces militants contre le 3e mandat de l'ex-président guinéen figuraient Alpha Midiaouba, Djani Alpha, Ibrahima Diallo ou encore Sékou Kounduno. Le FNDC compte jouer une part importante dans cette transition politique. Je remercie les nouvelles autorités qui ont pris cette décision justement de nous permettre de rentrer et de libérer des camarades de lutte qui étaient en prison. Dans les jours et heures qui suivent, nous pouvons vous rassurer que le FNDC va décliner tout un plan opérationnel qui consistera à accompagner les nouvelles autorités vers le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Ce même samedi, le Comité national du rassemblement et du développement tenait sa toute première conférence de presse, une occasion choisie pour répondre aux propositions de la CEDEAO qui exige des élections dans 6 mois et la libération du président Alpha Condé. Pour le deuxième point, qui est le retour de l'ordre constitutionnel et l'organisation d'élections dans un délai de 6 mois, il a été rappelé par le président de la République à ses hôtes qu'il était important que la CEDEAO écoute les aspirations légitimes du peuple de Guinée. Il a insisté de faire attention à ne pas commettre les mêmes erreurs du passé. En attendant, la concertation nationale se poursuit. Ce lundi, ce sera au tour des acteurs culturels de rencontrer le CRND. Dernier élément dans ce journal, bientôt 1 mois, la Tunisie n'a plus de chef de gouvernement, le vide sera comblé. Le président tunisien s'est engagé lundi à nommer un nouveau Premier ministre. Il remplacera Hichem Mechichi, limogé le 25 juillet 2021. Depuis bientôt 2 mois, la Tunisie n'a plus de chef de gouvernement. Le vide sera bientôt comblé. Le président tunisien s'est engagé lundi à nommer un nouveau Premier ministre. Il remplacera Hichem Mechichi, limogé le 25 juillet. Sur les mesures d'exception, Kais Saïed a choisi le statu quo. Ces mesures exceptionnelles vont continuer. Des dispositions transitoires ont été prises. Et un Premier ministre sera nommé, mais sur la base de décisions transitoires répondant à la volonté du peuple. Lors de cette rencontre à Sidi Bouzid, berceau du printemps arabe de 2011, des Tunisiens ont réclamé la dissolution du Parlement suspendu par leur président le 25 juillet. Kais Saïed s'apprête aussi à modifier la constitution de 2014, des décisions dénoncées par l'opposition. C'est ici que prend fin cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous qui l'avez suivi. Merci également
à tous ceux qui nous ont aidés à la réaliser. Merci de nous rejoindre également sur nos plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube, également sur le www.speedlinetv.com.